Donc, merci Pierre, bonjour à tous. Et je remercie les organisateurs de m'avoir invité à vous présenter ce petit travail qui date de 2014-2016. Ce travail, l'idée initiale est partie en 2013. Donc pour revenir à l'historique, l'alimentation des nourrissons exposés au VIH dans les années 2000, les recommandations étaient un allaitement maternel exclusif avec un arrêt dès que les critères AFAD étaient atteints. Et le message qui avait été retenu par les équipes et les mamans, c'était pas d'alimentation mixte et un sevrage brutal à 6 mois. En 2010, changement de paradigme, les recommandations deviennent alimentation maternelle protégée par les ARV et un sevrage progressif à l'âge de 12 mois. Mais en pratique, sur le terrain, en 2013, 3 ans après ces recommandations, on voyait encore de nombreuses réticences, à la fois des mères qui avaient entendu 2 discours différents, des équipes et même de certains programmes nationaux qui attendaient de voir les conséquences. Le constat, c'est qu'il y avait encore énormément de nourrissons exposés au VIH qui étaient sevrés précocement, vers 8 mois, souvent avec un sevrage qui était non accompagné. Donc la question qu'on s'est posée, c'était quels sont les conseils à délivrer aux mamans qui veulent arrêter l'allaitement précocement ou aux équipes qui veulent arrêter l'allaitement parce qu'il y a des raisons cliniques ou immunovirologiques qui indiquent un sevrage précoce. Donc on a réfléchi à un protocole et à un suivi pour valider ce protocole de soutien. Ce protocole, il a été, les bases de calcul, on est parti des données de l'UNICEF sur les apports caloriques du lait maternel entre 6 et 12 mois, à peu près 400 calories par jour, et puis les principes directeurs de l'OMS pour les enfants non allaités de 6 à 24 mois. On a choisi des produits locaux, c'est-à-dire on avait une base de bouillie faite de mélange de farine complétée par de l'amylase végétale produite localement, et puis un complément en lait maternisé, les quantités étant adaptées en fonction de l'état nutritionnel de l'enfant à l'inclusion. Donc on avait un régime de bouillie concentrée amylasée plus du lait maternisé qui compensait les apports du lait maternel qui n'existaient plus, et le complément alimentaire normal, c'est-à-dire ce que les familles auraient dû donner si la mère avait continué à allaiter, la famille devait fournir ce complément. On a fait des fiches de conseils pour les praticiens en détaillant les recommandations selon l'âge au moment du sevrage, le statut nutritionnel de l'enfant au moment de l'inclusion, avec les besoins caloriques, ce qu'apportait le protocole et ce que devait fournir la famille. Donc on avait fait des fiches pour chaque sous-groupe. Et puis on a déterminé 3 protocoles, puisqu'on avait déterminé 3 situations nutritionnelles à l'inclusion. Les enfants qui étaient en bon état nutritionnel, donc avec un indice poids sur âge et poids sur taille supérieur à moins de déviations standards, où là on compensait simplement les apports du lait maternel. Ceux qui commençaient le sevrage avec une malnutrition modérée, donc ces indices entre moins 2 et moins 3 déviations standards, on augmentait les apports de 20%. Et pour ceux qui avaient une malnutrition sévère au moment du sevrage, même si ce n'était pas recommandé, mais que c'était réalisé, ils recevaient le protocole des malnutritions aiguës sévères standard du pays. Au 2e mois, les apports étaient dégressifs, au 3e mois encore, et on arrêtait à M3 le support. Donc en pratique, les apports étaient de 3 à 4 kilos de farine par mois, et puis des apports en lait qui étaient dégressifs, une boîte par semaine, puis une boîte tous les 15 jours pour les enfants qui étaient en bon état nutritionnel, et puis des apports un peu plus importants pour les enfants qui étaient en malnutrition modérée, et puis du plum peanut pour les enfants en malnutrition sévère. On a travaillé sur 3 sites, donc ça a été un suivi prospectif multicentrique sur 3 sites de Cotonou, le CNHU, l'équipe du professeur d'Almeida, un hôpital, l'hôpital universitaire de Surulere et le service du docteur Amoussou, et puis l'association Racine et l'équipe de prise en charge du VIH. On a travaillé dans une recherche opérationnelle, c'est-à-dire que c'était des enfants qui étaient suivis dans le cadre de leur suivi PTME, et les critères d'inclusion étaient qu'ils devaient être exposés au VIH, non infectés par le VIH,
âgés de 6 à 12 mois et en indication de sevrage, soit parce que la maman ne voulait plus allaiter, soit parce que les cliniciens pensaient qu'il y avait un risque de contamination tardive du VIH important et qu'il était préférable de faire le sevrage. On a fait un suivi prospectif pendant 3 mois avec des contrôles poids-taille tous les 15 jours et une consultation tous les mois. Et puis l'arrêt du support à 3 mois et une visite de contrôle à 6 mois. Bien sûr, les cliniciens pouvaient sortir les nourrissons du protocole en cas de mauvaise évolution, et c'est un protocole qui a été validé par le comité d'éthique de Cotonou. Au total, on a inclus 282 nourrissons, avec un ratio garçon-fille à peu près 50-50, et essentiellement des nourrissons qui ont été inclus précocement, c'est-à-dire qui ont été sevrés précocement, puisqu'on avait simplement 16% qui ont été sevrés à 11 mois ou 1 an. Et on avait à peu près 60% de nourrissons qui débutaient le sevrage avec un bon état nutritionnel, 17% quand même qui étaient avec un indice poids sur âge inférieur à -3 déviations standard. Et on a gardé l'indice poids sur âge comme indicateur de suivi parce que les tailles étant pas fiables, on avait des indices poids sur taille qui étaient assez peu interprétables. L'évolution globale sur ce grand ensemble de l'ensemble des enfants inclus, le poids sur âge médian à l'inclusion était de -1,5 Z-score et au final à -1,06 avec une meilleure récupération pour les enfants qui étaient les plus malnutris à l'inclusion et donc une évolution significativement positive. Et dans les 2 critères qu'on avait retenus, c'est-à-dire le nombre d'enfants qui terminaient le protocole à plus de -2 déviations standard ou avec un gain de plus d'1 déviation standard, a abouti à 84% de succès. On a remarqué aussi que certains enfants avaient arrêté le protocole en cours et qu'on avait une différence significative, relativement logique en fait, entre les enfants qui avaient reçu 1 à 3 doses de support nutritionnel et ceux qui avaient reçu 4 doses ou plus. Alors du coup, on a repris les données uniquement avec les enfants qui avaient reçu le protocole complet. Et là, on avait encore pratiquement 200 enfants avec exactement la même répartition en termes de tranche d'âge et d'indice poids sur âge à l'inclusion et un âge médian d'inclusion qui était de un peu plus de 8 mois. Et quand on a regardé l'évolution groupe par groupe, pour les enfants qui étaient inclus avec une malnutrition sévère, donc -3,6 poids sur âge médian, on avait à 3 mois un gain de 1,2 Z-score et un gain qui s'améliorait encore quand on comparait à M6 par rapport à l'inclusion de 1,6. Le groupe 2 évoluait bien à M3 et avec une stabilisation, c'est-à-dire pas de différence entre M3 et M6. Et le groupe 3 qui partait avec un bon état nutritionnel, on ne voyait pas d'évolution, mais en tout cas pas de perte de poids. Si on regarde ça en termes de pourcentage, les enfants qui entraient donc en malnutrition sévère à M3, il en restait un quart qui avait encore -3 Z-score, mais on en avait un quart qui était avec un statut nutritionnel normal. Et puis ça s'améliore encore à M6. Pour ceux qui commençaient en malnutrition modérée, on avait à M3 les 3 quarts qui avaient un poids sur âge supérieur à -2 déviations standard et équivalent à M6. Et puis, pour ceux qui étaient avec un statut normal à l'inclusion, une dégradation pour un petit nombre d'enfants. En fait, entre M3 et M6, 70% des nourrissons, tous groupes confondus, ont continué à améliorer leur indice poids sur âge. Et parmi les 30% qui se dégradaient, il y en a très peu qui se sont franchement dégradés et qui ont perdu plus de 0,5 déviation standard. Donc on sait que le sevrage, même à 12 mois, entraîne des répercussions négatives sur la vitesse de croissance pondérale. En fait, ce suivi rapproché et ce support nutritionnel qui était rapidement dégressif a permis une croissance de rattrapage qui s'est prolongée pour les enfants les plus malnutris, une croissance de rattrapage puis une stabilité à l'arrêt pour le 2e groupe et puis à limiter les risques de cassure de croissance pour le 3e groupe. Alors bien sûr, on n'avait pas de groupe contrôle, ce n'était pas éthique de faire d'un côté un support nutritionnel et de l'autre côté simplement des conseils.
Donc c'est une étude qui est à faible niveau de preuve. On a eu quand même une proportion importante d'abandon du protocole, et notamment parce qu'on demandait aux mamans de venir tous les 15 jours, et parfois pour recevoir 1 kilo de farine ou une boîte de lait, et qu'il y en a certaines qui ont arrêté. Et puis on n'a pas encore fini d'étudier les facteurs associés à l'échec. On a quand même un quart des enfants qui étaient malnutris sévères qui restent malnutris sévères à la fin. En conclusion, l'ablation précoce restait fréquente tout au long de l'étude, et y compris pour les enfants qui n'auraient pas dû être sevrés parce qu'ils partaient d'un mauvais état nutritionnel. Mais l'application de ce protocole a permis de réduire les risques de cassure de croissance, et il nous semble que ça peut avoir un intérêt dans les cas où on a encore un risque élevé de transmission tardive du VIH chez les nourrissons, ou lorsque la mère refuse de poursuivre l'allaitement. Je voudrais remercier les familles, les nourrissons, les équipes sur le terrain, les institutions qui ont soutenu ce travail, et puis les partenaires, et puis une spéciale dédicace à Valériane Leroy, qui a été la caution scientifique pour passer au comité d'éthique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'en ai une pour introduire. Tous ces enfants sont exposés, mais non infectés par le VIH. Ouais. Et dans les perdus de vue dans ceux qui ont arrêté précocement, est-ce que vous avez vu une différence entre les enfants pour lesquels les mères souhaitaient d'elles-mêmes arrêter l'allaitement, ou les mères pour lesquelles les médecins, les équipes soignantes leur imposaient d'arrêter l'allaitement pour des raisons d'échec virologique, Non, mais c'est quelque chose qu'on peut regarder, effectivement. Ouais. Il faut qu'on travaille sur ces enfants qui ont arrêté. Il y en a certains, en fait, on a eu un petit problème méthodologique, c'est-à-dire que la dernière visite à 3 mois où on devait faire le point, on donnait pas c'était fini, on donnait pas de support nutritionnel. Et donc il y en a certains qui ont fait toutes les visites sauf la dernière. Donc ceux-là, bon, et puis on exigeait on demandait de venir tous les 15 jours pour récupérer. Et ça, c'est les équipes qui avaient dit, si on donne pour 1 mois, les mamans vont revendre, donc il faut leur donner des petites quantités, mais du coup, elles venaient tous les 15 jours, et bon, pour certaines, c'était un peu lourd. Moi, je voulais dire que ça posait tout le problème d'accompagnement de nos mères qui veulent bien poursuivre l'allaitement maternel protégé, mais il faut qu'elles aient des conseils pour l'alimentation de leurs nourrissons. Et ça, c'est vraiment du ressort du personnel de santé que nous sommes. Donc, il faut qu'on puisse, non seulement, bon, c'est vrai, ils ne sont pas VIH, mais c'est la rétention de ces nourrissons-là dans nos soins. Si vraiment on accompagne ça de conseils nutritionnels, de support qu'on peut donner aux mamans, ça va permettre de les faire revenir. Et puis aussi, de peut-être aller les trouver sur place, dans la communauté, pour leur donner ces conseils-là sur l'alimentation de leurs enfants. C'est le problème de la démédicalisation. C'est vraiment tout un ensemble de problèmes que nous vivons au quotidien avec nos mamans. Je ne sais pas s'il n'y a plus de questions. Vous aviez des informations sur l'état nutritionnel des mères? Non, c'est pas quelque chose qu'on a noté. Hein. C'est des mamans qui étaient suivies, qui étaient toutes sous traitement. Mais effectivement, on a beaucoup regardé dans les données le régime alimentaire des enfants, s'il y avait des événements cliniques qui pouvaient être reliés à certains échecs de la prise en charge. Mais on n'a pas de... Non. La prise en charge financière de ce lait-là pour au-delà. Dans ce que tu nous as montré, il y a une partie que les familles doivent être capables de se débrouiller de faire, mais il y a quand même quelque chose où c'est un mix que vous faites techniquement et que vous fournissez. Et ça, du coup, quel genre de... Donc c'était fourni dans le cadre de l'étude, mais quel genre de réflexion on peut avoir sur le fait que ce genre de choses, probablement pas très coûteux, puissent néanmoins être fournis gratuitement ou pour un très faible coût, pour l'extrapolation de l'étude au suivi ultérieur? Alors en termes de coût, c'est de l'ordre de 10 à... Ça dépend en fait du protocole et du nombre de boîtes de lait. Hein, c'est de l'ordre de 10 à 15 000 CFA par mois sur 3 mois, donc c'est pas négligeable. C'est pas non plus
Voilà, comme on sait que c'est pour une durée limitée, c'est pas non plus forcément rédhibitoire pour les familles. Et après, c'est vrai que, bon, en termes programmatiques, le problème de ces sites, c'est que quand il y avait des enfants qui étaient malnutris et en indication de sevrage, ils n'avaient rien à leur proposer. Et donc, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire en cherchant vraiment le protocole qui soit le moins cher et dans lequel on est quand même obligé de mettre du lait maternisé. Et ensuite, c'était vraiment de la bouillie qui était produite localement à partir de denrées qui étaient achetées sur le marché. Merci. Plus de questions, s'excuse. Nous allons appeler Mathurin.